Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette réunion organisée par Contribuables Associés sur le référendum d'initiative populaire. Beaucoup de monde en parle, mais qu'en est-il exactement? Le référendum d'initiative populaire est-il un gage de réelle démocratie dans un pays? En quoi cela consiste-t-il? Quelles sont les conditions de sa mise en œuvre? Qui vote? Peut-on faire ou défaire des lois? Permet-il de révoquer... C'est trop fort? Mettez-vous un peu plus loin. Permet-il de révoquer des élus? Y a-t-il des sujets interdits? Quels sont ses bienfaits, ses écueils? Peut-on l'appliquer au niveau local, national? Est-ce la fin de la démocratie représentative? Quel pays le pratique? Et enfin, pourquoi l'association Contribuables Associés défend-elle ardemment le référendum d'initiative populaire? Pour répondre à ces questions, nous avons ce soir l'honneur d'accueillir d'éminents experts et acteurs du référendum d'initiative populaire. Alain Mathieu, tout d'abord, qui est président d'honneur de Contribuables Associés. Patrick Madrol, qui est membre du bureau de l'association Agir pour la démocratie directe, association créée par Yves Amblot, dont nous saluons ce soir la mémoire. Et vous pouvez retrouver à la sortie l'un de ses livres que je vous présente ici, que je vous recommande vivement, qui a été un fervent acteur de la démocratie directe. Nicolas Dupont-Aignan, député et auteur d'une PPL d'une proposition de loi sur le référendum d'initiative populaire, et je vous expliquerai pourquoi il devrait nous voir ce soir. Et enfin, François Garçon, qui est historien, professeur à la Sorbonne, essayiste et auteur d'un ouvrage intitulé « Le génie des Suisses ». Je tiens immédiatement à préciser donc la raison de la présence de Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il faut savoir que dernièrement, trois initiatives de référendum, de proposition de loi sur le référendum d'initiative populaire ont été déposées à l'Assemblée nationale, une par le député Jean-Luc Mélenchon, une autre par Olivier Marleix, qui est député des Républicains, et la dernière donc par Nicolas Dupont-Aignan. Nous avons bien entendu invité ces trois parlementaires ce soir à venir débattre avec nous de ce sujet, et seul Nicolas Dupont-Aignan a pu se rendre disponible, raison de sa présence donc ce soir. Alors, avant de donner la parole à nos experts, je voudrais saluer tous nos amis de France et de Navarre qui n'ont pas pu se déplacer à cette réunion, et beaucoup de nos membres sont en province. Ils peuvent nous suivre via un Facebook Live. Et puis, je précise également que cette réunion est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site de Contribuables Associés dans quelques jours, le site www.contribuables.org. Donc, si vous manquez quelque chose, vous pourrez revoir cette réunion. Sans plus attendre, je donne la parole à Alain Mathieu, qui va nous faire un exposé sur le RIP ou le RIC, puisqu'il y a des subtilités qu'il va nous aider à comprendre. Ça marche? On peut appuyer plusieurs fois. C'est celui-là? Non. Chers amis, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Contribuables Associés. Le sujet de cette réunion est donc le référendum d'initiative populaire. Certains préfèrent l'appeler référendum d'initiative citoyenne ou civique, d'autres RIC. RIC, c'est une syllabe. Ce référendum d'initiative populaire ou citoyenne, ce sont 11 syllabes. Pour éviter de perdre un temps inutile dans nos débats, je vous propose de parler du RIC. Le RIC est un sujet d'actualité, car c'est une des dernières revendications importantes des Gilets jaunes qui ne soient pas encore satisfaites, en dehors du départ du président de la République. Ce départ du président pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un RIC, si le RIC était possible, était rendu possible par notre Constitution. Excusez-moi. Je vous en prie, bonjour. Le RIC est aussi d'actualité parce qu'il fait partie des 4 questions principales soumises au grand débat national en cours. Le président de la République, qui tirera les conclusions de ce grand débat, pourrait proposer un référendum
incluant le RIC dans notre Constitution. Le RIC est un sujet important, parce que son instauration changerait radicalement notre système politique. D'après l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par voie du référendum. Cela n'est pas vrai. Un référendum ne peut être organisé que par le président de la République. Pourtant, dans une quarantaine de pays dans le monde, dont 9 en Europe, il peut être organisé après signature d'une pétition par un nombre suffisant d'électeurs. Les habitants de ces pays jouissent du RIC, pas les Français. Avec le RIC, nous passerions d'une démocratie représentative, où les élus et l'administration ont en fait tous les pouvoirs politiques, à une démocratie participative qui leur enlève leur monopole. Le droit de vote des électeurs ne serait plus limité à un vote national tous les 5 ans, ce serait un changement majeur. L'objet de cette réunion est de préciser ce que peut être en pratique un RIC et les conditions de son bon fonctionnement. Le RIC est différent du référendum initié par un gouvernement, puisqu'il résulte d'une pétition demandant l'organisation d'un référendum sur l'abrogation d'une loi déjà votée, ou le vote d'une loi nouvelle, ou la révocation d'un élu. Dans la plupart des pays qui le pratiquent, le RIC n'est pas limité aux lois nationales. Toutes les décisions relevant des collectivités locales, régions, départements, communes, peuvent y faire l'objet d'un RIC. La France a connu les référendums initiés par des gouvernements. 4 sous Napoléon Bonaparte et 4 sous Napoléon III. Ces référendums, qualifiés de plébiscites, étaient plutôt des instruments de la dictature. Les 3e et 4e Républiques ne les ont pas autorisés. Le général de Gaulle les a rétablis en 1945 et 1958 et les a inscrits dans la Constitution de la 5e République. 9 référendums ont été lancés par les présidents de la République sous la 5e République. 2 sur l'Algérie, 1 sur la Nouvelle-Calédonie, 3 sur l'Europe, dont un perdu par Jacques Chirac en 2005, 1 en 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel, 1 perdu par le général de Gaulle en 1969 sur la décentralisation et le Sénat, ce qui d'ailleurs a entraîné la démission du président. Enfin, un référendum en 2000 pour faire passer le mandat du président de 7 ans à 5 ans. À tous ces référendums initiés par le gouvernement, la réponse populaire était moins une réponse sur le sujet du référendum qu'une réponse à celui qui l'a posé. Un RIC est très différent, le fond y compte plus que l'identité de l'initiateur. Le RIC, dont l'adoption à force de loi, est aussi opposé au référendum consultatif, comme par exemple celui qui a eu lieu pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pour savoir ce qu'est pratiquement un RIC, il faut répondre aux questions suivantes. Qui peut initier la pétition? À qui la pétition demande-t-elle l'organisation du RIC? Combien de signatures sont nécessaires pour que le RIC soit obligatoirement organisé? Y a-t-il des limites au sujet abordé par le RIC? Comment compte-t-on les votes de ce référendum? Quels sont les délais de collecte des signatures, des délais d'organisation du référendum après la fin de la collecte, de la mise en place de la décision du référendum? Quand ont lieu les RIC? Quelles sont les informations à fournir aux électeurs avant leur vote? Pour y répondre, nous examinerons la pratique des 2 pays où le RIC est le plus utilisé et fonctionne le mieux, la Suisse et les États-Unis. Si, après cette réunion, vous souhaitez en savoir plus par Internet, vous pourrez demander à Google une recherche pour la Suisse sur les termes « votation suisse » et « vote info »,
et pour les États-Unis sur Ballotpedia. Bien que très proches l'un de l'autre, les RIC suisses et américains présentent deux différences importantes. Le RIC américain ne peut pas être fédéral, il est seulement organisé au niveau local et au niveau de l'État pour la moitié des États des États-Unis, et au seul niveau local pour 20% des États. Le RIC suisse ne permet pas la révocation d'un élu, sauf dans 6 cantons, mais à vrai dire, cette révocation n'a pas été utilisée, ou elle a été utilisée qu'une fois en 1862. A l'inverse, les États-Unis pratiquent régulièrement des révocations. La plus connue, une des plus connues, est celle où en 2003, le gouverneur de Californie a été révoqué et remplacé par Arnold Schwarzenegger. Après l'exposé de Nicolas de Pontélian, dont je salue l'arrivée, nous comparerons les 3 propositions de RIC déposées par les députés, pour lui-même. Nous en proposerons une autre et vous demanderons de voter 2 fois. Une fois pour compter ceux qui étaient défavorables au RIC au début de cette séance, il y en a vraiment pas mal, et une deuxième pour compter ceux qui ont changé d'avis en cours de séance. J'espère qu'il y en aura beaucoup aussi. Qui peut initier une pétition? En Suisse, tout électeur peut initier une pétition. Il doit la déposer à la chancellerie fédérale qui la publie. Un comité d'initiative est souvent constitué. Les signatures favorables à la pétition sont vérifiées par la commune du signataire, qui garantit que le signataire est bien électeur dans la commune. Les signatures sont ensuite déposées à la chancellerie fédérale, qui vérifie le décompte. Le nombre nécessaire pour une loi fédérale a varié dans le temps, ayant été modifié plusieurs fois par des RIC. Il est actuellement de 100 000 signatures, soit 2% du corps électoral, pour un RIC fédéral sur une loi nouvelle, et 50 000, soit 1% du corps électoral, pour un RIC fédéral sur l'abrogation d'une loi. La collecte des signatures doit être faite dans un délai maximum de 18 mois. Au niveau cantonal et local, les règles sont déterminées par chaque canton. Aux États-Unis aussi, tout électeur peut initier une pétition. Le nombre minimum de signatures est fixé par État et par sujet. Par exemple, 623 000 signatures, soit environ 2% du corps électoral, sont exigées en Californie pour un RIC. Pour une révocation d'élu, le nombre est plus important, entre 10% pour un gouverneur et 30% pour le maire d'une petite commune. 39 États des États-Unis permettent des révocations. En 2018, il y a eu 206 pétitions lancées pour des révocations. 40% de ces pétitions ont abouti à un RIC. Les 2/3 des votes aboutirent à la révocation. Donc 77 personnes au total ont été révoquées. Les délais alloués pour collecter les signatures aux États-Unis varient suivant les États. Par exemple, en Californie, ils sont de 6 mois. Y a-t-il des limites au sujet abordé par un RIC? En Suisse, aux États-Unis, il n'y en a pas. Et c'est heureux, car le RIC est l'expression de la souveraineté populaire. Comme le dit le dictionnaire, la souveraineté est une autorité suprême qui prévaut sur toutes les autres. Aucun comité ou conseil constitutionnel ne doit empêcher les électeurs de voter sur un sujet. Même le Conseil constitutionnel français est d'accord sur ce point. Il avait été saisi en 1962 par le président du Sénat, qui considérait que le référendum instituant l'élection du président de la République au suffrage universel était contraire à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel a répondu, je cite, « Il n'a pas compétence pour se prononcer sur l'inconstitutionnalité d'une révision constitutionnelle votée par référendum. » D'ailleurs, il avait expliqué, je cite, « Les lois adoptées par le peuple
à la suite d'un référendum, constitue l'expression directe de la souveraineté nationale. Les sujets abordés par un RIC ne sont donc pas limitables. En particulier, la question n'est pas forcément une question simple, comme approuvez-vous un tel projet de loi, à laquelle on répond par oui ou par non. En Suisse, comme aux États-Unis, des contre-projets peuvent être soumis au vote des électeurs. Ces contre-projets peuvent être présentés par une assemblée, par un gouvernement, ou même les initiateurs d'une autre pétition. Parmi les RIC fédéraux suisses, 15% ont fait l'objet d'un contre-projet. Ces contre-projets ont été acceptés dans plus de la moitié des cas. Les RIC sans contre-projet, acceptés par les électeurs, ne représentent que 10% des RIC. Aux élections américaines de novembre 2018, il y eut 167 RIC au niveau des États, dont 40% avaient été initiés par des pétitions, les autres étant des décisions des assemblées soumises aux électeurs. La moitié des RIC initiés par des pétitions ont été approuvés par les électeurs lors du RIC. C'est donc 20% des pétitions qui finissent par un RIC favorable. C'est à peu près la même proportion qu'en Suisse. Quels sont les délais entre la fin de la collecte des signatures et le référendum demandé par la pétition? En Suisse, les délais sont longs, au minimum 2 ans, pouvant être portés à 4 ans par le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, et l'Assemblée fédérale, notamment en cas de contre-projet. La date du vote en Suisse est connue au moins 4 mois avant le vote. Ces délais permettent au contre-projet d'être mis sur pied, aux arguments pour et contre d'être échangés, aux médias de commenter ces arguments et aux électeurs de réfléchir. Ils évitent que des modes fugitives ou des émotions passagères n'influencent les électeurs. Aux États-Unis, les délais sont plus courts, variant suivant les États entre 3 et 11 mois. Le projet qui gagne le référendum est évidemment celui qui a reçu le plus de voix. En Suisse, il faut aussi une majorité de cantons pour un RIC fédéral. Dans 10 États américains, il faut une majorité supérieure à 50% pour réviser la constitution de l'État. Aux États-Unis, le vote électronique varie suivant les États. Il est possible dans 29 États. Par exemple, aux élections de novembre 2018, la Virginie occidentale utilisait un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier les électeurs résidant à l'étranger et votant par téléphone. De plus, cet État utilisait la technologie de la blockchain, celle des monnaies électroniques, pour garantir la sécurité des votes. En Suisse, le vote électronique est relativement récent. Le canton de Genève l'a initié en 2012 et une ordonnance fédérale de décembre 2013 l'a réglementé. Le code source doit être publié, des vérifications doivent pouvoir être faites, notamment par l'électeur lui-même, et le processus doit être entièrement crypté. Aux élections de septembre 2017, 6 cantons suisses utilisaient le vote électronique sur le modèle genevois. À Genève, 58% des votes étaient électroniques, 33% par la poste et seulement 9% dans les urnes. La Poste suisse a développé un autre système de vote électronique qui est depuis la fin de 2018 à la disposition de tous les cantons. Le vote électronique est donc en très rapide développement en Suisse avec une excellente garantie de sécurité. Il est vraisemblable que dans quelques années, les votes seront à plus de 90% électroniques. Pour éviter que les électeurs ne soient perturbés par la multiplication des votes, les RIC locaux, cantonaux et fédéraux sont regroupés en Suisse sur 4 dimanches par an. Aux États-Unis, les RIC ont lieu tous les 2 ans, le premier mardi de novembre en même temps que les élections présidentielles et au Congrès. Mais dans les États comme la Californie, où il y a de nombreux RIC, ils peuvent être plus fréquents et ont lieu tous les ans et même plusieurs fois dans l'année. Ainsi, en 2018,
12 RIC furent votés en Californie le 6 novembre et 5 le 5 juin. L'information des électeurs est évidemment un sujet capital. En Suisse, les électeurs reçoivent par la poste, au moins 3 semaines avant le vote, une brochure de plusieurs dizaines de pages. Cette brochure contient, outre le titre et le texte complet de chaque objet de vote, ils appellent ça en Suisse, les arguments des initiateurs, ceux du Conseil fédéral, le résultat du vote du Parlement sur cet objet et les recommandations de vote du Conseil fédéral. Aux États-Unis, les électeurs peuvent trouver sur le site Ballotpedia une masse considérable d'informations. Les noms des initiateurs et des personnalités favorables ou non, les sommes récoltées par chaque camp, les noms des principaux donateurs, et le montant de chaque donateur, les arguments des uns et des autres, y compris sous la forme de vidéos, et aussi le temps moyen nécessaire à la lecture du projet et le degré de difficulté de cette lecture. Comme beaucoup d'activités humaines, la politique va être bouleversée par l'apparition d'Internet. Les RIC vont être facilités, l'information des électeurs et le vote devenant simple et accessible. Il vaut mieux s'y préparer avec lucidité et sans réticence. Les plus réticents sont ceux qui perdent leur monopole du pouvoir, les élus et les administrations. Un élu qui est en même temps ancien fonctionnaire, il sera doublement défavorable. Ce n'est pas le cas de M. Dupont-Aignan. Un exemple typique est notre Premier ministre. Après avoir déclaré à propos du RIC « Je ne vois pas comment on peut être contre son principe. Le référendum peut être un bon instrument, un bon sujet de débat. » Il a récemment déclaré « Ça me hérisse, le RIC. On passe son temps à remettre en cause des choses, a-t-il dit. » Le président de la République avait déclaré dans son discours d'inauguration en 2017 « Les citoyens auront voix au chapitre ». Mais il a récemment déclaré qu'il ne faut pas, je cite, « créer une structure de concurrence entre les formes de la démocratie ». Alain, il resterait 2 minutes, si on veut aussi respecter le timing. J'ai pas fini, hein. Les opposants au RIC avancent de nombreux arguments. Alors je vais aller plus vite. Le RIC affaiblit leur autorité et remet en cause leurs décisions. C'est vrai, mais principalement quand ces décisions sont mauvaises. Bon, alors je vais passer là, sur la Suisse, qui a dit non à l'Europe plusieurs fois, mais elle n'avait pas de raison. Les électeurs sont influencés par les lobbies et l'argent qu'ils dépensent. Mais les élus sont également influencés par les lobbies, et souvent plus directement que les électeurs. Les électeurs sont sensibles à la démagogie, par exemple l'augmentation des impôts des riches. Pourtant, les Suisses ont refusé d'augmenter les impôts des riches. Ils ont aussi refusé le SMIC, la baisse de l'âge de la retraite, la semaine de 32 heures. Les Italiens ont refusé l'indexation des salaires sur les prix. Une fois habitués au RIC, en particulier au niveau local, il n'est pas certain que les Français seraient plus bêtes que les Suisses et les Italiens. Les opposants au RIC ne citent aucun exemple de décision de RIC manifestement contestable. Souvent cité, le Brexit est un contre-exemple, puisque ce n'est pas un RIC. Autre objection, les électeurs n'ont pas la compétence nécessaire sur certains sujets. Mais dans ces cas-là, ils se déterminent en suivant l'opinion d'élus compétents en qui ils ont confiance. D'ailleurs, la compétence des élus eux-mêmes peut être mise en doute. Voyez par exemple le nombre d'élus qui sont défavorables au RIC, alors qu'aucun d'entre eux n'a sérieusement étudié la façon dont le RIC fonctionne dans les pays qui en sont satisfaits. Les électeurs peuvent prendre des décisions contradictoires, par exemple en votant pour des dépenses et contre les impôts qui les financeraient. Mais ils peuvent aussi suivre l'avis d'élus responsables qui attireraient leurs attentions sur ces contradictions. Les décisions du peuple sont peu stables, mais cela est vrai quand les délais des votes sont courts. L'abstention au vote des RIC est forte, pas tellement. En Suisse, elle est en moyenne de 47%,
inférieure à celle des votes pour choisir les représentants. De plus, elle est très variable suivant les sujets de RIC. Les abstentionnistes sont ceux qui ne sont pas intéressés par un sujet. Le vote électronique réduira fortement les abstentions. Je laisse la parole à M. Dupont-Aignan et je donnerai après les arguments favorables au RIC. Merci, Monsieur le Président. Cet exposé est tellement complet que je n'ai plus rien à dire. Et je vais juste ajouter quelques mots. D'abord, vous remercier de votre invitation, vous remercier de vous saisir de ce sujet. Et je voudrais dire tout de suite que j'ai une pensée pour Yvan Blot, qui était un passionné du référendum. Moi, j'appelais référendum d'initiative populaire, comme de mon temps, mais bon, qu'importe, que maintenant ça s'appelle le RIC, parce que, et je pense à lui, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter d'abord une réflexion personnelle, parce que j'ai utilisé le RIC, enfin, c'était pas un RIC, c'était moi-même comme maire de ma ville, à Hyères. J'ai été élu en 1995, j'ai été élu maire pendant 22 ans et j'avais hérité d'une ville en faillite. Et quand on hérite d'une ville en faillite, enfin on hérite, j'avais conquis une ville en faillite, c'est toujours difficile de prendre des décisions parce que il fallait redresser les finances de la ville. Et j'avais une vieille patinoire. Cette patinoire était en piteux état. Et chaque année, elle exigeait davantage de crédit public. Et j'avais des manifestations permanentes des clubs de hockey, de patinage artistique qui m'accusaient de ne pas donner assez d'argent. Et un jour, je réfléchissais à comment me sortir de ce guêpier. Et j'ai dit aux élus du conseil municipal, eh bien écoutez, si on consultait les habitants de la ville, est-ce qu'ils veulent garder la patinoire et faire les travaux nécessaires? C'est tel montant. Ça représente donc un coût qu'il faudra financer. Ou est-ce qu'ils veulent la fermer? Et le montant qu'on avait prévu pour ces travaux, on le répartira entre le désendettement, d'une part, et la création, parce que la piscine aussi était en piteux état, d'une nouvelle piscine. Mais je ne peux pas faire à la fois la patinoire et la piscine, désendetter, ne pas augmenter les impôts. Il y a un moment, l'élu ne peut pas tout faire. On m'a dit que j'étais fou. Tu es fou, ils vont voter la rénovation de la patinoire, on va être coincé, tu n'y arriveras pas, c'est n'importe quoi. Comme je n'ai pas l'habitude d'écouter toujours le conseil municipal, j'ai décidé de lancer un référendum d'initiative populaire, qui était d'initiative municipale d'ailleurs, et qui était consultatif. Et je me suis dit, on va vraiment le lancer, et on a offert dans un document la page au contradicteur. J'ai eu une quinzaine d'articles favorables à la rénovation du patinoire dans le Parisien, dans le journal, des pétitions sans arrêt. Et mes élus se disaient vraiment, notre pauvre maire est complètement cinglé, on va être obligé de payer 3 millions d'euros pour rénover cette patinoire, le moment venu, on ne va jamais s'en sortir. Le jour du scrutin arrive, mobilisation incroyable de la population, 75% de votants sur 30 000 habitants, 20 000 électeurs, et figurez-vous, je crois 72% ou 82%, je ne me souviens plus, pour la fermeture de la patinoire. Et j'ai compris ce jour-là qu'il fallait consulter les habitants. Je prends cette boutade parce que, en fait, je regardais la Suisse, surplus budgétaire de 1 à 2%, chômage de 3%, dette de 25%, surplus commercial de 15%, meilleur produit intérieur brut par habitant avec la Norvège. Est-ce que les Suisses, qui sont consultés sans cesse, prennent de mauvaises décisions? Je ne le crois pas. Si je vous dis ça, c'est parce que toutes les réécritures de la Constitution de 1958, 24 révisions, 73% des articles modifiés, ont fait en sorte toujours de limiter et de confisquer le pouvoir populaire qu'avait imaginé la Constitution. Et si on regarde dans la pratique, eh bien, tous les pouvoirs qui avaient été donnés à l'exécutif avaient une contrepartie dans l'esprit du général de Gaulle. C'était bien sûr l'usage du référendum. Certes qu'on l'a accusé de plébiscite, mais enfin, sur l'Algérie, c'était pas si facile au départ. Cet usage du référendum, les présidents successifs ont pris le pouvoir, mais n'ont jamais utilisé le référendum, et en tout cas ne sont jamais partis sur un référendum perdu, à l'exception du général, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la crise
de notre pays, qui est une crise avant tout, je pense, démocratique. Dans la crise que connaît notre pays, si les élus n'ont pas le courage de consulter les Français et d'organiser un mécanisme qui les dessaisit de ce pouvoir de consulter les Français et qui transmet aux Français la capacité d'imposer dans le débat public des sujets majeurs, eh bien, nous ne réconcilierons pas les Français et la politique et le pouvoir, et notre démocratie partira en lambeaux. Donc je crois sincèrement que le RIC est un élément clé, avec d'autres aspects, hein, je vais en parler, de la reconstruction d'une démocratie apaisée et d'une démocratie réconciliée. Partout où cela fonctionne, on s'aperçoit que cela d'abord responsabilise les citoyens. Parce que c'est tellement facile aussi de dire que c'est toujours la faute des élus. Mais en consultant les Français, ou si les Français se consultent même, si je puis dire, eh bien ils se responsabilisent. C'est le point fondamental. Deuxième point, les élus se sentent surveillés, ne se sentent plus intouchables. La réflexion du Premier ministre est tout à fait symptomatique. Cela nous hérisse. Oui, cela les hérisse que les Français puissent penser différemment, puissent agir différemment. Et donc, il ne faut pas oublier cet aspect. Alors, moi je n'ai pas proposé le référendum révocatoire, mais pourquoi pas, je ne connaissais pas, et j'ai appris quelque chose en venant chez vous, les chiffres des États-Unis. Et en tout cas, sans aller même jusqu'au référendum révocatoire, le fait même que sans verrou parlementaire, et je vais finir là-dessus, sans verrou, je ne veux pas être trop long, il y a beaucoup de monde, sans verrou parlementaire, on puisse imposer un référendum est fondamental pour mettre, j'allais dire, le pouvoir politique en insécurité démocratique. Parce que sinon, on a une sorte de monarchie par éclipse, ou pouvoir autoritaire par éclipse, on vote une fois et on nous explique pendant 5 ans qu'on a voté sur un programme. Mais en général, ce n'est pas du tout le même qu'ils appliquent d'ailleurs. Mais ils font croire aux citoyens qu'ils ont voté sur un programme. Or, le mandat impératif, je vous le rappelle, n'existe pas. Troisième point, cette démocratie directe impose un débat sur le fond. Et je suis extrêmement surpris, comment dire, de la vacuité du débat dans notre pays et du problème médiatique que cela pose. Il y a peut-être des journalistes dans la salle, je ne veux pas les froisser. Mais à chaque fois qu'on fait une conférence de presse, en tout cas moi en tant qu'homme politique et président d'un parti politique Debout la France, sur un sujet sérieux, allez, il y a 3-4 journalistes dans la salle, sympathiques, qui viennent parce qu'ils se disent, le pauvre gars, il travaille, on va quand même venir. Si en revanche je lance une polémique, ou je réponds à une polémique, j'ai 150 journalistes dans la salle. Et donc, je crois que le RIC est un moyen de transférer le débat démocratique de la petite phrase, de l'apparence, de l'écume de la vague, à la vague même, c'est-à-dire à des sujets fondamentaux, fiscaux, par exemple, c'est bien vous êtes bien placé pour le savoir, mais aussi d'autres sujets. Avec Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle indépendante, nous avons proposé d'utiliser, je conclurai là-dessus, le référendum d'initiative partagée, qui est un mécanisme hybride qui n'a jamais fonctionné, qui a été mis en place dans la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, et qui montre les limites de cette fausse démocratie directe, puisque le référendum d'initiative partagée exige un verrou parlementaire. Il faut 165 ou 185, j'ai plus en mémoire, députés ou sénateurs qui acceptent la proposition de loi. Donc avec Jean-Louis Masson, nous avons déposé une proposition de loi sur l'immigration. Quand vous pensez que l'immigration, quel que soit le jugement qu'on porte dessus, n'a jamais fait l'objet de la moindre consultation du peuple français, et que c'est quand même un sujet majeur. Nous avons proposé, et pour piéger nos collègues, si je puis dire, nous avons repris avec Jean-Louis Masson les propositions communes du programme des Républicains, du programme de Debout la France et du programme du Rassemblement national. C'est-à-dire ce qu'il y avait de commun. Et nous nous sommes dit, naïfs, nous nous sommes dit, nous allons envoyer à tous les parlementaires leur propre proposition, la propre proposition de leur parti. Moi, nous ne sommes que 2. Donc, pour avoir les 165, il en fallait quand même beaucoup d'autres. Et là, surprise, refus de signer.
refus de signer. Et Laurent Wauquiez a dit d'ailleurs, ce n'est que le président de la République qui peut décider quoi que ce soit de lancer un référendum, ce n'est pas notre rôle. Et pourtant, on a ce référendum d'initiative partagée. Si je vous cite cet exemple, c'est pour vous dire, et vous le savez bien, que pour qu'il y ait un vrai RIC, il ne faut surtout pas de verrou parlementaire. Il faut responsabiliser nos concitoyens. Alors après se pose la question, combien? Moi j'avais proposé 1 million, puis 500 000. Je l'ai déposé en 2000, enfin je l'avais proposé en 2007, j'ai déposé en 2013 une proposition de loi, j'ai recommencé en 2012 bien sûr à la présidentielle, 2017, et j'ai recommencé une nouvelle proposition de loi en 2018. Bon, succès d'estime mesurée. C'est-à-dire que dans les couloirs de l'Assemblée, on me dit, mon pauvre Nicolas, tu es un peu naïf et tu te rends pas compte. Les Français ne sont pas capables. Ah, ils ne sont pas capables. Et je suis stupéfait de voir que les traités que nous avons signés, je mets au défi, je pense que, allez, il n'y a pas 10% des parlementaires qui avaient lu les traités qu'ils ont votés. Donc les Français sont aussi capables que leurs parlementaires de trancher beaucoup de sujets. Voilà ce que je veux dire, j'espère ne pas avoir été trop long. Donc, pas de verrou parlementaire, pas de sujet interdit. Et si les Français ont envie de rétablir la peine de mort, c'est leur choix. Et c'est à eux de le décider. Ce n'est pas obligatoirement mon sentiment, mais c'est à eux de décider. Et je veux dire, au nom de quoi devrait-il y avoir des sujets interdits? Au nom de quoi? Et je conclurai sur les remarques que j'ai entendues suite aux propositions des référendums des RIC, c'est surréaliste, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en parlant de ce sujet, vous révélez finalement un état d'esprit non démocratique chez ceux que nous élisons. Et c'est là où cette revendication me paraît fondamentale pour débloquer le pays. Le général de Gaulle a sauvé le pays de la guerre civile quasiment grâce au référendum qui a permis de trancher des problèmes très douloureux. Et bien je crois que pour l'avenir, on pourra sauver notre pays et réconcilier les Français avec leur République que si on instaure le RIC. Merci beaucoup. Alors, merci de cet éclairage, monsieur le député. Avant de donner la parole à François Garçon, qui a la double nationalité française et suisse, et donc qui va pouvoir nous expliquer comment ça se passe en Suisse, je voudrais tout d'abord qu'on entende monsieur Patrick Madrol, qui est membre de l'association Agir pour la démocratie directe, qu'avait créé Yvan Blot. Merci Eudes. Alors je vais commencer par quelque chose de très sérieux, je vais commencer par Aristote. Aristote a défini six catégories de régime politique. Le régime d'un seul, d'une part, qui déclinait en sa forme vertueuse et sa forme dépravée. La royauté pour sa forme vertueuse et la tyrannie pour sa forme dépravée. Le régime du petit nombre, qui déclinait respectivement en aristocratie pour sa forme vertueuse et en oligarchie pour sa forme dépravée. Je soutiendrai que la France est un régime du petit nombre. Plutôt dépravé. Plutôt dépravé. Pardon. Vous avez vu en mes pensées. Et le régime du grand nombre qui se décline respectivement en démocratie pour sa forme vertueuse et en démagogie pour sa forme dépravée. Démocratie, pouvoir du peuple. Démagogie, le peuple qui est mené. Alors qui est mené par les sentiments, par la frustration. Aristote n'avait pas pensé au politiquement correct, mais c'est une autre façon de mener le peuple. Voilà donc nos six régimes. Je crois utile, avant de parler du sujet de la démocratie, de la définir. De la définir parce qu'en réalité, c'est un des mots les plus galvaudés du vocabulaire politique. On peut mettre, en général, il est défini avec quelque chose avec des propos vagues, qui relèvent, qui font allusion généralement à des élections, à un parlement. Alors dans la même catégorie, on peut mettre la Suisse, on pouvait mettre l'Union soviétique, on peut mettre l'Iran, l'Arabie saoudite, la France, l'Angleterre. Pas très précis comme définition. Alors je vais vous proposer cette définition, elle se résume en 4 points, qui s'affichent
ici. Le premier point, c'est une forme politique dont la Constitution n'est modifiable que par référendum. Deuxième point, ce référendum doit pouvoir être initié par une pétition de citoyens. Troisième point, cela doit pouvoir être aisé. Et enfin, en toute matière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet impératif qui serait réservé aux hommes politiques. Toute matière. Donc 4 points. Je rappelle à ce sujet simplement comment fonctionne notre système juridique rapidement. Hein. Au sommet, on a la Constitution, en dessous on a les traités, en dessous on a encore des lois et ainsi de suite. Et donc les lois doivent s'accorder avec les traités avec la Constitution. À partir du moment où l'on maîtrise la Constitution, on a effectivement le pouvoir sur l'ensemble de nos lois. Je vais vous donner 4 exemples. Je vais prendre 2 exemples de démocratie et 2 contre-exemples de démocratie. Les 2 exemples sont la Suisse et le Liechtenstein. Et les 2 contre-exemples sont la France et le Venezuela. Oui, c'est méchant, je sais. Alors, d'abord, je vais essayer de vous montrer à quel point le fonctionnement du référendum en Suisse n'est pas lié simplement au fait de voter pour un texte. C'est aussi intégré à l'ensemble de leurs institutions. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Les référendums d'initiative gouvernementale. En France, lors du dernier référendum en 2005, c'est vieux, non, je n'y pas. Selon les sondages, 25% des gens avaient voté en fonction du président de la République pour ou contre le vote. Parce qu'évidemment, il y a un enjeu politique et que la tradition supposée, même si en réalité elle n'est pas appliquée, même si le président de la République ne démissionne pas, c'est une façon de repousser ces propositions. Eh bien, en Suisse, vous avez un gouvernement qui est collégial. Ils n'ont pas un président de la République comme nous. Donc il y a 7 super-ministres en réalité. Et ils sont élus individuellement par le Parlement, ce qui fait qu'ils appartiennent aux 4 principaux partis généralement. 2, 2, 2 et 1. Et par conséquent, quand vous avez une initiative gouvernementale et parlementaire, la proposition qui est faite est déjà un texte assez consensuel du point de vue politique. Et par conséquent, les Suisses votent plus précisément sur le texte plutôt que vis-à-vis de la personne de droite ou de gauche ou d'ailleurs qui la propose. Qui propose. Donc c'est un point important et il faut bien comprendre qu'il y aura, au-delà du RIC, un certain nombre d'adaptations de nos institutions et que le RIC finalement, si on l'a un de ces jours, ne sera que le début d'un travail plus vaste. La gestion, toujours pour la Suisse, le rôle du temps et la gestion des passions politiques. Alors ça c'est très important. C'est très important en Suisse, rien que pour la récolte au niveau fédéral, hein, bien sûr, puisque la Suisse, je rappelle, est une confédération de 26 États, qui chacun ont leur constitution, donc des modalités différentes d'appliquer le RIC. Mais au niveau fédéral, il faut 18 mois rien que pour récolter les signatures. Alors pourquoi 18 mois? En général, ceux qui récoltent les signatures et qui ont l'habitude du processus politique, en 3 mois, ils savent s'ils vont l'avoir ou non. Plus souvent. Mais 18 mois, ça permet de sortir du temps médiatique. À chaque fois qu'il y a un événement, en France, on nous fait « voilà, il faudrait une nouvelle loi pour ce sujet, ou encore ce sujet ». 18 mois, ça permet vraiment de se dépassionner, de passer à autre chose, de prendre le temps du recul, de regarder l'actualité, et de dire « ah tiens, relativement à cette actualité, le RIC peut avoir une importance... Enfin, le sujet mis au vote peut avoir une importance particulière. » Et ensuite, une fois les signatures acquises, bien sûr, il faut encore 6 mois, 1 an, 2 ans, comme l'a dit Alain Mathieu, pour qu'il y ait tout un processus parlementaire, de façon à avoir un débat politique enrichi. Donc il y a une proposition, les Suisses ont
la possibilité de choisir entre le statu quo et évidemment la proposition qui est faite. Mais le Conseil, enfin le Parlement et le Conseil fédéral peuvent proposer une deuxième proposition, donc ça laisse 3 choix. Et puis ils peuvent aussi faire un vote, enfin proposer que le statu quo, proposer une loi qui sera automatiquement mise en application, promulguée, en cas de refus des électeurs. Donc ça donne il y a une espèce d'échange entre les initiants, les parlementaires, qui est important. La gestion des passions politiques aussi, bien sûr, je le disais, avec le Conseil fédéral, qui permet de neutraliser, si on peut dire, l'aspect politique. Au niveau cantonal, les Suisses mettent en concurrence les cantons. Ils le font de façon très efficace. Excusez-moi, monsieur, mais le son, j'entends pas très bien du fond de la salle. Je vais essayer de parler plus fort. Voilà, merci. Je vous en prie. L'émulation cantonale. Vous avez les Suisses votent tous les 3 mois, hein, à tous les échelons, au niveau communal, cantonal et fédéral. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand une proposition dans un canton fonctionne, les autres cantons vont avoir tendance à l'imiter. Donc ils ont une situation de mise en concurrence et de coopération des cantons qui permet un progrès rapide et efficace des processus politiques, des solutions votées, etc. C'est très efficace. Le niveau local est véritablement essentiel en matière de démocratie directe. Il apporterait beaucoup à la France, qui manque, ou pour laquelle le niveau local a été écrasé, pour ainsi dire, détruit. La participation, elle est 40% en Suisse, en général, au niveau fédéral. C'est très suffisant. On sait que les 40% sont les personnes qui s'intéressent le plus au sujet, qui lisent des articles, qui lisent des livres. Pour ceux qui se rappellent du référendum de 2005, les éditeurs sortaient des livres sur le traité, sur le traité qui était proposé au vote. Les Français se passionnaient vraiment pour le sujet. Donc c'est important que c'est suffisant, 40% en réalité. Si le vote était obligatoire, ça dégraderait probablement la qualité du résultat, donc il ne faut pas se formaliser sur ce point. Patrick, oui. Je me permets de vous interrompre, c'est moi. Il vous reste 1 minute ou 2. 1 minute ou 2. Ok. Le Liechtenstein, c'est à peu près la même chose, à ceci près que les Suisses peuvent changer pour un régime républicain s'ils le veulent. C'est à peu près la même chose que la Suisse, sauf que c'est un prince héritier. Voilà. Le Venezuela, alors parfois on le vend comme une démocratie, ça n'en est pas une, parce qu'ils auront avec 2 points. Le premier, qui est la possibilité de modifier la Constitution. C'est extrêmement difficile en réalité. Et les seuils, le 3e point, les seuils sont extrêmement difficiles à avoir. La Suisse c'est 2%, pour le Venezuela c'est 10% pour une loi, 15% pour un traité, uniquement en révocation, 20% pour évoquer un politicien. Donc c'est fait pour ne pas marcher, c'est un peu comme la France en fait. Bon, je vais passer sur la France. Un point très important sur la liberté d'expression. La liberté d'expression aux États-Unis, si on prend l'exemple des États-Unis, qui est souvent cité en référence, elle est protégée à la fois par la Constitution, mais nous on l'a aussi dans notre bloc constitutionnel avec la Déclaration des droits de l'homme. Alors pourquoi chez nous on est privé de liberté d'expression et pourquoi les États-Unis en sont dotés? L'autre institution qui protège les États-Unis, la liberté d'expression aux États-Unis, c'est le jury populaire, c'est-à-dire l'aspect judiciaire de la démocratie directe avec le jury tiré au sort. Et le jury tiré au sort, évidemment, permet directement d'arrêter les velléités de censure. Quand on fait un procès à quelqu'un, on a de bonnes chances qu'il échoue. Surtout qu'ils ont le jury populaire à l'inculpation, c'est-à-dire le procès, si le jury dit non, le procès commence même pas. Ça existe aussi en Belgique, ils ont ça, article 150 de leur Constitution. Et surprise, nous l'avions en France. La loi d'origine de 1881 instituait le jury populaire pour les délits de presse. Alors ça a été supprimé en 1945 et jamais rétabli. C'est vraiment pas de chance. Voilà, les Belges, les apports possibles, oui. On va laisser la parole. Bon, ok, dommage, ça marche. Les garçons. Merci. Merci Patrick. Alors,
Oui, alors je dois vous faire la comparaison des 3 projets, y compris celui de M. Dupont-Aignan, et vous proposer le projet de RIC de contribuable associé. Parmi les 3 projets, il y en a 2 qui ne limitent pas les sujets du RIC. C'est celui de M. Dupont-Aignan, donc nous rallions évidemment à son avis, et celui de M. Mélenchon. Sur la portée au niveau local, M. Dupont-Aignan n'est pas très clair. Enfin, il n'en parle pas. Il n'en parle pas, c'est peut-être un oubli, je pense, mais qui peut être facilement réparé. C'est lequel? C'est parce que j'en ai déposé 3, alors je ne sais plus lequel. Ah, le dernier. Le dernier, alors le dernier a dû être plus rapide que c'était prévu dans les précédents. Donc vous êtes d'accord pour que, au niveau local, vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, enfin, Non, mais de façon consultative. c'est vital. Alors, au sujet des contre-projets, il y en a qu'un qui en parle, c'est celui de M. Marlex. Enfin, je pense que vous n'êtes pas contre non plus, mais ça n'est pas mentionné dans votre projet. Non, le fait, les contre-projets, qu'il y ait possibilité de déposer un contre-projet par rapport au projet. Oui, c'est vrai. Comme ça se passe en Suisse, comme ça se passe aussi aux États-Unis. Pour le nombre de signatures nécessaires, M. Dupont-Aignan a proposé 1% du corps électoral, et nous sommes absolument de cet avis. Il faut être assez large. Il ne faut pas restreindre comme 10% pour le référendum partagé de 2008. Les autres sont un peu moins larges. M. Mélenchon est à 2% et M. Marlex à 3% du corps électoral. Pour les révocations, M. Dupont-Aignan n'en parle pas. Non, parce que j'étais hésitant. M. Mélenchon propose une pétition à 5% du corps électoral et M. Marlex à 30%. Pour M. Mélenchon et M. Marlex, il faut que le taux de participation des électeurs au RIC soit au moins de 25% du corps électoral. Nous pensons que ce n'est pas une bonne idée. Et il y a un exemple en Italie où il y a une limitation, c'est même 50%. Il faut un référendum d'initiative populaire ou de RIC en Italie ne peut être accepté que s'il y a eu 50% du corps électoral qui a voté. Le résultat, c'est qu'il y a près de la moitié des RIC italiens, avec un vote favorable majoritaire de la population, qui n'ont pas été mis en application parce qu'il n'y avait pas les 50%. Au sujet du vote électronique, bon, aucun des 3 n'en parle, mais enfin, je pense que... Je vous en parlerai après, si vous me permettez. Ah, tout de suite, si vous voulez. Le vote électronique va très bien dans des pays doués d'une morale politique. J'ai quitté l'UMP après 2 fraudes au vote électronique, dont j'étais la victime, et donc j'ai une immense méfiance pour les votes électroniques. Immense méfiance dans le tempérament français ou latin, voilà. Mais c'est un traumatisme personnel qui ne doit pas... voilà. Mais je pense que le vote électronique peut être aussi l'outil de la dictature. Et qu'il faut faire très attention. Très attention. Alors, je dirais plusieurs choses. D'abord, en Suisse, ils sont très prudents. Hein. Le vote électronique, il est très, très encadré. Et notamment le dernier projet de la Poste, c'est la Poste fédérale, qui a un projet qui est particulièrement bien sécurisé. Autre exemple, l'Estonie. L'Estonie a depuis 2005, c'est-à-dire 13 ans d'expérience de vote électronique. Et les Russes ont tout fait aussi pour y mettre la main. Et même l'université anglaise d'Oxford a essayé de casser leur système. Ils n'ont pas réussi. Et donc l'Estonie continue à faire le vote électronique et tous les Estoniens ont la possibilité de voter de façon électronique à toutes les élections. Entre le délai entre la fin de la collecte des signatures et le vote du RIC, la plupart des projets, je ne crois pas que vous en parliez, mais la plupart des projets, c'est 6 mois. Mais c'est trop court. À notre avis, c'est trop court. Il faut peut-être 1 à 2 ans.
En ce qui concerne le délai en Suisse de 18 mois, c'est un délai maximum. Si vous avez réuni toutes les signatures nécessaires au bout de 3 mois, vous n'avez pas besoin d'attendre les 18 mois. Et le délai court à partir du moment où la collecte des signatures a été faite. Alors voilà, maintenant vous imaginez ce que nous proposons, c'est facile. Donc des RIC au niveau local comme national, sans limitation de sujet, avec l'invocation possible des élus. Possibilité de présenter des contre-projets, limitation du nombre de pétitionnaires à 1% du corps électoral. On pourrait peut-être discuter pour les révocations qu'il y a un pourcentage supérieur. Vote électronique pour la collecte des signatures et pour le vote du RIC, pour les deux. Des délais assez longs, donc 18 mois maximum pour la collecte des signatures et 1 à 2 ans pour le vote. Documentation fournie par Internet, notamment sur le financement de la campagne. Il nous semble que la documentation papier, qui coûte très cher en Suisse, quand même, plus de 40 personnes, des brochures qui sont lourdes, pourrait peut-être être évitée, qu'on pourrait la rendre payante. Du moment que toute la documentation est accessible sur Internet. Pas de taux de participation minimum. Un regroupement des RIC sur 2 dimanches par an. Voilà quel est notre projet. Si ce type de RIC était inclus dans la Constitution, la France serait un pays différent. La politique ne serait plus l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les concerne. Les gilets jaunes n'auraient plus de raison de manifester. Les gaspillages de nos impôts seraient plus rares. La France serait plus prospère, peut-être un jour autant que la Suisse. Alors justement Alain, puisque vous parlez de la Suisse, c'est l'occasion de donner la parole à François Garçon, qui est historien, professeur à la Sorbonne, auteur d'un ouvrage intitulé Le génie suisse et qui est, je le rappelle, suisse également, donc merci. Oui, bonsoir. Moi je bois du petit lait parce que j'ai pas écrit un livre sur la Suisse, j'en ai écrit 6 en l'espace de 10 ans et j'ai pu voir en l'espace de 10 ans la bascule entre l'indifférence totale à l'égard de la Suisse, voire l'hostilité. On a des plateaux avec des journalistes alternatives économiques où on vous rappelle immédiatement qu'il s'agit d'un pays où des bases des fiscaux, un pays où les gens fraudent, etc. Et j'ai pu voir en l'espace de 10 ans donc l'extraordinaire intérêt pour la Suisse. Et ce qui me paraît, moi, passionnant, c'est que cet intérêt pour la Suisse, il n'est pas venu de l'oligarchie scolaire française, il n'est pas venu des universitaires français, il n'est pas venu des journalistes français, il est venu, dans un premier temps, des frontaliers, 180 000 frontaliers, 140 000 résidents français permanents en Suisse, et aujourd'hui, Patrick, s'il te plaît, et de surcroît, c'est aujourd'hui les gilets jaunes qui font que la Suisse apparaît sur l'écran. Donc pour moi, je bois du petit lait en me disant, enfin, on commence à s'intéresser à autre chose qu'aux élections des différents États aux États-Unis. On s'intéresse à un pays qui est à 573 ou 500 km de frontière commune avec la France et qui est aujourd'hui la principale base française à l'étranger. Il y a plus de Français qui sont sur l'Arc-Roman qu'il n'y en avait dans le Grand Londres et dans toute la Grande-Bretagne. Donc, ça me paraît très très intéressant. Ça me paraît intéressant et évidemment, comme c'est un sujet qui est découvert par les médias français, malheureusement, comme c'est découvert par les médias français, on a aujourd'hui une espèce de bouillabaisse paella où on parle de RIC, on parle de RIP, etc. Les référendums d'initiative citoyenne, ça ne veut rien dire du tout. Il y a 2 grands types de droits pour résumer le système suisse. Il y a le droit de référendum. Excusez du peu, il date de 1848, donc ça fait 170 ans que les Suisses le pratiquent. Il n'a jamais intéressé les journalistes français. Il y a le référendum obligatoire de 1848, le référendum facultatif qui est le droit de veto donc, dont disposent les citoyens suisses pour s'opposer à une loi votée dans un parlement. Celui-là date de 1874. Et puis, il y a
à côté l'initiative populaire, qui date de 1891 et qui, comme son nom l'indique, donne la possibilité aux citoyens de proposer une loi à l'ensemble du corps électoral. Donc c'est quelque chose qui fonctionne depuis 170 ans pour le droit de référendum, depuis plus de 120 ans pour l'initiative populaire, et malheureusement, il faut attendre des casseurs sur les Champs-Élysées, il faut attendre des gens qui fument des clopes et qui roulent dans des diesels pourris pour que l'ensemble de la classe politique française se prononce sur ça. Alors là-dessus, j'observe quand même quelque chose. Au début des Gilets jaunes, la classe politique française a freiné des cas de fer en disant « c'est intéressant, il faut qu'on s'y intéresse ». Je remarque quand même que depuis maintenant environ 3 semaines, depuis Richard Ferrand en passant par Macron dans son interview du Point, en passant par François Sureau dans une interview sur France Inter, en passant par Luc Ferry dans un papier dans le Figaro, en passant par le professeur Poirier, on commence à dire que les droits populaires tels qu'ils fonctionnent en Suisse, c'est pas pour la France. Et c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas parce que je m'y attendais, évidemment, venant de cette oligarchie scolaire. Pour moi, ce qu'on appelle l'élite en France, ce sont simplement des gens qui ont réussi un concours imbécile à l'âge de 20 ans. Ce ne sont des gens qui ne sont ni créatifs, ni inventifs, ni imaginatifs. Je ne dis pas ça de manière démagogique pour me faire applaudir, je le pense sincèrement en tant que franco-suisse qui suis arrivé en France à l'âge de 31 ans avec un doctorat d'histoire fait à l'université d'Oxford et de Genève, et on me disait mais c'est quoi un doctorat? Donc c'est pour ça que on m'a toujours opposé des types qui avaient passé des concours ineptes 10 ans plus tôt, qui étaient basés sur la mémoire et qui étaient basés sur l'esprit de synthèse. Et ce sont ceux que j'ai pu fréquenter, inspecteurs des finances et autres, dans le cours de mes activités dans le privé pendant 20 années, me sont apparus comme des gens qui étaient absolument non imaginatifs. Du reste, j'ai le meilleur exemple, c'est que dans les boîtes du CAC 40, il y en a deux qui sont nouvelles. Elles ont été créées par Xavier Niel et l'autre c'est Capgemini. L'une et l'autre ont été créées par des gens qui ne sont pas sortis de ces fameuses grandes écoles microscopiques françaises qui donnent surtout une capacité à l'arrogance et à l'omniscience qui est totalement destructeur. Alors, je ne reviendrai pas sur ce que Patrick et sur ce qu'Alain ont pu dire sur le fonctionnement du système suisse. Je dirais simplement que si moi j'avais des suggestions à faire, c'est évidemment de populariser ce système. Mais ce qu'il ne faut pas, et malheureusement on y va parce que on est dans une situation pré-insurrectionnelle, entre guillemets, on n'y arrivera probablement pas dans de bonnes conditions, mais ce qu'il faut c'est, lors des consultations, il faut qu'il y ait plusieurs objets. Les consultations en Suisse qui, comme Alain l'a dit, se répètent tous les 3 mois et les dates sont déjà calées sur les 20 prochaines années, c'est-à-dire qu'en 2043, les Suisses savent qu'ils vont voter le 22 février, le 24 juin et le 19 septembre et le 14 décembre, ils le savent, donc il suffira simplement de remplir ces jours-là avec des objets sur lesquels les Suisses se prononceront. Il faut qu'il y ait à la fois des objets qui soient d'intérêt national, c'est-à-dire qui touchent, comme en Suisse, au niveau fédéral. Il y a en Suisse des objets qui touchent le canton, qui est aussi un micro-État en Suisse. Et puis ensuite, il y a des objets d'ordre communal. Donc, je pense que pour que ça fonctionne en France, et pour qu'il n'y ait pas une réaction de rejet à toutes les questions qui soient posées, et notamment, il ne faut surtout pas en poser une seule, il faut en poser plusieurs, il faut... par des combinaisons qui ne soient pas de la combinazione à l'italienne, comme le suggère ou comme le propose Marine Le Pen, qui dit non, la Suisse ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est le système italien. Le système italien, vous avez vu l'état de l'Italie. Donc, je reviens, j'essaie de... Le système italien, je veux dire. La fille qui dit, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la Suisse, c'est le système italien. Mais regardez l'état de l'Italie, le degré de corruption, la kleptomanie systématique. Bref, je m'arrête là-dessus parce que c'est quand même pas l'objet de mon intervention. Je dis qu'il faut déjà annoncer qu'il y aura
non pas la combinaison avec l'élection européenne, mais le 19 juin par exemple, il y aura 8 objets sur lesquels les Français auront à se prononcer: la réouverture d'un aéroport, l'élargissement d'un préau d'école, la construction d'un nouveau musée, la fermeture d'un centre de santé. Les Suisses ont voté à Soleure en novembre dernier la fermeture de centres de santé de proximité, parce que apparemment les patients ne sont pas du tout rassurés à l'idée d'aller dans des centres de santé de proximité. Ils ont un cerveau et ils comprennent que pour mieux se faire soigner, il vaut mieux aller dans des centres où il y a énormément de soins prodigués que dans des centres où on fait une cataracte tous les 3 mois et une césarienne tous les 2 ans. Ça tombe sous le sang. Donc, mesure d'économie, on ferme ce type d'hôpitaux de proximité. Donc, premièrement, il faut combiner les objets, c'est-à-dire les sujets sur lesquels les gens doivent se prononcer, pour qu'ils ne puissent pas répondre par un nom qui est un nom colérique de personne qui est en colère et qui n'utilise pas son cerveau. Il faut déjà leur annoncer qu'il y aura d'autres objets sur lesquels ils se prononceront le 19 septembre, puis le 19 décembre. Bref, il faut que par un principe de subsidiarité, mot qui est inconnu de la langue française, il faut que par un principe de subsidiarité, les gens se réapproprient des choses qui les concernent directement. Moi, je suis halluciné. J'ai une maison dans le Loiret et dans la presse locale, j'ai lu l'éclaté du budget d'une ville comme Amilly, 13 000 habitants. Et j'ai vu qu'on donne 50 € à une association franco-palestinienne. On donne 240 000 € aux casses des employés municipaux de la ville d'Amilly. Et je me dis, mais tout ça, c'est mon argent, puisque je paye de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Donc, on doit pouvoir, comme vous l'avez fait ailleurs, on doit pouvoir sensibiliser les gens, les amener avec une pédagogie qui n'est pas une pédagogie très élaborée. Je prends en compte qu'il y a 20% de gens qui sortent du système scolaire français en étant quasi-analphabètes. Mais on peut être quasi-analphabète et avoir du bon sens. Et je pense que le bon sens est quelque chose qui doit aussi s'apprendre. Et quand on lit malheureusement les revendications telles que le Parisien les a réunies il y a 10 jours de tout ce que les Gilets jaunes veulent, j'ai surtout compris que pour l'instant le bon sens n'était pas aux commandes. Mais enfin, un jour on y parviendra. De toute manière, il n'y a pas d'alternative vu l'état du pays. Et alors, je terminerai parce que peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Je dirais que d'abord, c'est vrai que la majorité simple suffit. Quand Alain parle du système italien, c'est une idiotie. Si vous n'allez pas voter, d'accord, en n'allant pas voter, vous torpillez un référendum d'une grande intelligence. En Suisse, il n'y a pas de majorité. La majorité simple suffit. S'il y a 15% des gens ou 23% des gens qui vont voter, comme une maladie sur les épizooties, l'initiative passe. Ce sont les gens qui se déplacent qui votent. Et sur les statistiques qu'a donné Patrick, il y a le service des votations de Genève, le service des votations et élections de Genève, donne une statistique très intéressante. C'est 48%. Le taux de participation, c'est pas 40, la décennie 2010-2018, c'est 48%. Donc c'est énorme, 48%. C'est énorme, 48%. Quand je lis le professeur Porrier dans le Figaro dire « mais c'est l'absentéisme d'une part qui va triompher et ensuite les gens vont voter sur la taille des tampax et sur la fessée à l'école », c'est une imbécile. C'est de la démagogie de dire des choses comme ça. Les Suisses n'ont pas voté sur la taille des tampax et sur la fessée à l'école. Ils ont voté sur le SMIC, comme tu l'as rappelé, refusé les 5 semaines de congés payés. Ils ont refusé toutes les mesures démagogiques que les parlementaires français ont votées. Le peuple suisse les a refusées. Donc ça me dit, et étant franco-suisse et ne considérons pas les Suisses comme étant plus intelligents que les Français, je me dis que ce type de calcul intellectuel, les Français sont capables de les faire. Il faut simplement leur donner la possibilité un jour d'y parvenir. Je terminerai en disant 2 remarques sur ce que tu as dit, Alain. Moi, je suis pour le maintien de la documentation papier. La documentation papier doit être envoyée à Genève, elle est envoyée au domicile de 265 000 électeurs. C'est un énorme poste, c'est le premier poste du service des votations. C'est 300 000 € par votation. Peu importe,
Ça coûte cher, mais les gens doivent pouvoir recevoir chez eux un document relié de 80 pages dans lequel il y a les avis du Conseil fédéral, l'avis du comité référendaire, les différents partis politiques sur premier objet, deuxième objet, l'objet cantonal, puis l'objet communal. Il faut que les gens reçoivent ça. Vous allez me dire, mais les gens ne vont pas les lire. Au moins, ils les auront reçus. Et je pense que sur Internet, moi je suis abonné à un tas de journaux sur Internet, je vois que la façon dont je lis la presse sur Internet, et je suis abonné à l'édition complète, je scanne plutôt que de lire dans le détail. Je pense qu'on doit recevoir à notre domicile. On est des citoyens, les citoyens ont cette capacité encore à lire, en tout cas 80% ceux qui ne sont pas analphabètes, ils doivent recevoir ces documentations papier. Et je pense que le vote ne doit surtout pas être un vote électronique. Le vote électronique, c'est pour les gens qui likent tel Johnny Hallyday ou pas, qui likent l'Eurovision chanson. Non, lorsqu'on est citoyen, on doit être capable de mettre sa réponse dans une enveloppe. On doit être capable, si on ne peut pas le faire, d'aller voter physiquement dans un bureau de vote. Et je reviens sur le chiffre un peu erroné sur le vote électronique, il est beaucoup plus faible. Genève, c'est près de 57% du vote papier, une trentaine de pourcents vote électronique et à peine 5% du vote physique. On vote à Genève 1 heure le dimanche, de 11h à midi. Et à midi, le scrutin est clos, et généralement à midi 1, les résultats sont donnés. Hein, parce que tout simplement, tout a été traîné. Tout le vote électronique a été traité. Et là, je suis en désaccord avec vous quand vous dites que vous êtes très suspicieux à l'égard du vote électronique parce que vous avez pu mesurer à quel point le vote électronique avait fait l'objet de piratage. Je rappelle que M. Dominati, dans le 3e arrondissement, faisait voter les morts, et donc il n'y avait pas de vote électronique, il se débrouillait de manière scandaleuse, faire voter des immeubles entiers de gens qui n'étaient pas résidents et qui pour la plupart étaient sous terre. Donc ayons confiance dans le vote électronique. Je pense que là aujourd'hui Alain a parlé de la Suisse et de la Poste suisse. Si vous regardez aujourd'hui le Temps ou la Tribune de Genève, la Poste a offert 150 000 € aux pirates qui parviendraient à démonter son système et à s'y introduire. Je pense que c'est aujourd'hui ou hier. Regardez, c'est assez marrant. Donc moi je fais confiance au vote électronique, et pour arriver à 48%, et après j'ai terminé, pour arriver à 48% d'électeurs, ce qui est considérable, je rappelle quand même qu'aux élections européennes de 2013, 14, c'était 42% en France. Et au premier tour des législatives en 2017, c'était 42,6%. Donc quand on vote 48% et qu'on vote 4 fois dans l'année, à quoi s'ajoutent les élections? Parce que là, j'ai parlé des votations. Mais il y a les élections du Grand Conseil, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, etc., des différents magistrats. Donc lorsqu'on arrive à 48%, c'est-à-dire qu'il y a aussi une autre raison, c'est que la citoyenneté amène la citoyenneté. Et surtout, moi je pense qu'il faut ouvrir, comme en Suisse, grâce au vote électronique, le vote 1 mois avant. Moi j'ai voté, là, je n'ai pas voté, parce que j'ai gardé tout le matériel pour le montrer à la LEPS demain, mais on vote 1 mois avant. On vote de manière par poste, on reçoit le matériel 5 semaines avant à son domicile, on vote, on le renvoie, donc on peut voter plus de 4 semaines avant les résultats. Et il n'y a pas de torpillage, il n'y a pas de piratage. Et puis même, il y en aura probablement, ça restera marginal, mais ça incitera les gens à voter. La majorité simple doit suffire, une longue période de vote, et puis il y a une chose que je termine là-dessus. Vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales. Aux États-Unis, Amy Winehouse faisait appeler les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales pour faire obstacle aux républicains, que le 1er janvier, on ne puisse plus s'inscrire sur les listes en France, c'est dément. On doit être automatiquement inscrit sur sa commune de résidence et on doit pouvoir aller voter avec simplement sa carte d'identité sans recevoir une carte d'électeur. Je n'ai jamais compris l'usage de la carte d'électeur, puisque de toute manière, je montre ma carte d'identité et ça suffit. Pourquoi? Si vous voulez faire des économies, ne m'envoyez pas de carte d'électeur. Je vous remercie. Pour passer aux questions, juste un mot. On n'est pas du tout partisan de supprimer
la documentation écrite, hein, pas du tout, mais qu'elle soit disponible et payante. À 1 ou 2 euros, pas payant. c'est quand même... À partir du moment où tout le monde peut l'avoir sur Internet, le chiffre de 58% des votes électroniques à Genève, je l'ai trouvé sur le site de votation suisse, mais je vous l'apporterai, je vous le donnerai. Alors, avant de passer la parole à la salle pour des questions, moi je vous propose qu'on mette en pratique une question et qu'on vote à main levée pour voir si vous avez bien compris le principe du référendum d'initiative populaire. Alors je contribue à l'associé, on a pensé à une question et je vous invite à voter en levant la main. Qui est pour la réduction des impôts dans la salle? C'est une question Bon, je crois que vous avez compris le principe du référendum et que vous êtes prêts. Y a-t-il des questions? Jacques. Merci. Bon, moi, je demande pardon à certains d'entre vous, les orateurs, qui considèrent que ceux qui sortent de nos écoles sont des nuls, mais je pense une chose fondamentale qu'on ne sait pas, c'est le niveau de connaissance économique d'une population. Ça diffère dans chaque pays. Je pense qu'en Suisse, le Suisse moyen a plus de compétences économiques que le Français. Et malheureusement, je pense aussi que le Français, notamment les Gilets jaunes, n'en ont pas du tout. Donc faire voter des gens comme ça sur l'Europe, par exemple, ce serait dramatique. Voilà pourquoi le référendum me fait peur, c'est tout. Moi j'ai une question qui est la Constitution. Ça marche là? Oui. La Constitution, disons le mode de fonctionnement de la République française aujourd'hui a été conçu pour avoir un fonctionnement qui n'était pas celui du parlementarisme. Et donc, je me demande si le RIP n'est pas un moyen de redonner aux parlementaires parce que je pense qu'il y a une certaine hypocrisie dans le mot « i ». Le qui va être à l'origine des questions qui vont être posées. Ce n'est pas un homme unique, ce n'est pas un citoyen, c'est un parti, le plus souvent un groupe de personnes. Et donc, c'est une hypocrisie peut-être que d'appeler ça l'initiative populaire. Alors, je vous réponds de manière très directe. Je peux vous donner 20 exemples. Le dernier c'est un type qui s'appelle Armin Kapol. Vous avez qu'à le regarder sur Internet. Il a 73 ans, il élève des vaches à cornes, il est des grisons. Et il a lancé une initiative populaire qui a échoué. Hein, mais regardez, le type a une étable, il a une vingtaine de vaches, et il considérait qu'il fallait avoir un budget, que l'État lui attribue une aide, parce que comme il conservait les cornes de ses vaches, au lieu de les couper au chalumeau, il fallait donc avoir un budget supplémentaire. Ce type, il a créé son initiative tout seul. Les journalistes du Japon sont venus voir ce bonhomme, regardez-le, Armin Kapol, C-A-P-A-U-L. Et vous pouvez également prendre Thomas Minder, qui est un patron de PME, qui, contre l'avis de son parti, qui était l'UDC, a, en 2012, lancé une initiative populaire pour l'encadrement du salaire des patrons. Encore une fois, le coût d'une initiative, je peux vous le dire, le coût d'une initiative pour le comité référendaire, c'est à raison de 5 signatures par feuille de par pétition. Il vous faut 400 ramettes de papier. Une ramette de papier, ça coûte 5 €. Avec 200 €, vous avez la possibilité de récolter 100 000 signatures. Donc ça vous coûte ça vous coûte en 200. Après, c'est de l'huile de coude. C'est-à-dire qu'il faut trouver, monsieur, je vous envoie devant les Galeries Lafayette, Alain va devant le lycée Stanislas voir les parents d'élèves, etc. Et il faut ramasser la signature. C'est ça qui coûte, c'est du temps. Mais le coût physique d'une signature, c'est très peu. Après, j'en parlerai demain, après c'est le coût
le coût physique de la gestion de ça par les services des votations dans les cantons et au niveau fédéral, c'est autre chose. Mais vous, en tant que citoyen, vous avez la capacité, je pourrais vous en sortir 25 ou 30, hein, à Zurich, c'est un gauchiste pur et dur qui a lancé une pétition contre les avantages fiscaux dont bénéficient les patrons, et il a obtenu une large majorité. Donc, encore une fois, c'est des individus, très souvent. C'est également des partis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est également des... Mais les individus ont cette capacité d'initier des initiatives. Autre question? Puisque vous êtes franco-suisse, est-ce que vous... Alors, d'où vient que les Suisses sont comme ça? Est-ce que c'est dû à leur géographie, à leur culture? Et vous pensez vraiment qu'on pourrait le faire en France? Le général de Gaulle avait dit que c'était ingouvernable avec autant de fromage, etc. Hein, je pense que c'est culturel chez vous, c'est peut-être lié à votre religion, etc. Moi, je suis persuadé que ça peut se faire, et ça doit commencer au niveau communal. Ça doit commencer au niveau communal, mais quand on dit que ça doit commencer au niveau communal, les gens vont se dire « on nous en fume », c'est-à-dire qu'on va rester coincé au niveau communal. La courbe d'apprentissage, elle est ratée. C'est-à-dire qu'on a tellement laissé la situation pourrir, on a tellement laissé cette oligarchie scolaire tout commander et devenir totalement endogamique. Hein, moi, j'ai enseigné 20 ans à Polytechnique et j'ai vu à quel point le milieu d'origine de mes étudiants se rétractait. C'est-à-dire qu'à la fin, il n'y avait plus que des fils de profs et des fils de polytechniciens. Donc, le problème, c'est comment est-ce que on va pouvoir faire admettre aux Français que on leur fait confiance sur le communal, et en même temps, il faut leur poser des questions au niveau régional. Il y a des questions qui se posent au niveau régional. Notre-Dame-des-Landes était un exemple parfait qui a été saboté de manière magistrale. Magistrale. Peu importe la réponse, hein, magistral. Scandaleux. On posait une question, quand les gens répondent, c'est du consultatif, on s'en fout. C'est terrible, je veux dire. Comment les gens n'ont pas mis le feu à la préfecture à Nantes. Alain Mathieu, tout à l'heure, tu as dit que tu allais... faire 2 votations dans cette salle, avant et après. Il n'y en a pas eu avant. Je t'ai dit avant que j'étais contre le RIC, et je t'ai dit après que je suis également contre, car on va être en campagne électorale permanente. On a déjà des élections locales, régionales, législatives, présidentielles, européennes. Ras-le-bol. Il faut qu'on agisse et qu'on ne passe pas son temps à discuter. 2 dimanches. 2 dimanches par an. Si je peux me permettre d'ajouter une réponse à monsieur qui parlait du local et aussi à monsieur. Il y a une soif, au contraire, de démocratie dans notre pays et de prise de responsabilité. Et ne croyez pas que ce soit anodin. Je suis absolument convaincu qu'au niveau local, les Français en ont assez du clientélisme local, ce que j'appelle les nouveaux féodaux du royaume, et seraient tout à fait preneurs d'un système de RIC. Et justement, je crois que ça commencera par le local, parce que c'est très concret, parce que les gens ont la capacité de transmettre l'initiative. Et il vaut bien mieux des élections et des campagnes sur du fond qu'un sentiment de désespérance, de frustration, de colère qui finit dans la violence. Et c'est parce que les Français ne se sentent plus respectés comme citoyens qu'ils vont se faire respecter dans la rue. Donc je crois au contraire qu'on y gagnera beaucoup. Et que c'est un apprentissage progressif et qu'on reprendra le chemin de la responsabilisation. C'est un pari, c'est un risque. Mais si on continue comme ça, alors je peux vous dire que ça va finir très très mal. Pour le délai de réflexion, je pense qu'il faut qu'effectivement qu'il soit très long. Hein. Mais ce que je crains, enfin j'espère me tromper, mais ce que je crains en France, c'est que compte tenu que la grande majorité des médias est quand même très orientée, il faut vraiment être conscient de la chose, et que les Français jusqu'à aujourd'hui ont toujours été tentés pour acheter du rêve, j'ai peur que ça... Ben voilà, que la démagogie réussisse encore à passer, quoi, enfin, lors de ce genre de consultation. J'ai peur. Je ne suis pas contre sur le principe. J'ai bien vu qu'il y a je pense à...
Voilà, Alors, justement, peut-être que l'on pourrait faire un vote à main levée aussi, de savoir qui est pour le référendum d'initiative populaire. Oui, mais... J'aimerais donner peut-être une réponse à monsieur, comme l'objet de contribuer à la société, c'est le vote des impôts. J'espère que ça le convaincra. En France, actuellement, tous ceux qui votent des impôts en vivent. Je suis désolé, hein, les élus, 100% des élus en vivent. Voilà. Et souvent, en plus, les impôts leur permettent d'augmenter leur pouvoir, d'améliorer leur carrière, etc. La fonction publique qui les met au point, qui met en place la doctrine fiscale, vit des impôts. C'est-à-dire 100% des gens qui décident des impôts vivent des impôts. C'est un conflit d'intérêts. Voilà. Et avec le RIC, excusez-moi, avec le RIC, sont les Français. Et la plupart des Français, pas tous, la plupart des Français ne vivent pas de l'impôt, ils le payent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais non, la majorité des Français ne payent pas d'impôts. Mais non, c'est faux, c'est radicalement faux. Vous parlez d'impôts sur le revenu, mais la TVA, la CSG, tous les autres. On a 250 impôts. Voilà, c'était la CSG, la paye. Alors C'est le point que je voulais souligner. Je me présente, Denis Chadebec, je suis professeur de physique-chimie, j'ai jamais fait de politique et je viens ce soir pour surtout écouter et apprendre. J'aurais plusieurs petites questions très rapides à poser. La première, c'est y a-t-il possibilité partielle de financement par la population des référendums d'initiative populaire? Je pense au crowdfunding. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais y a-t-il une possibilité de faire appel à ça si une initiative émerge dans la population pour un référendum? La deuxième question concerne l'échelle des référendums. Une personne a déjà posé la question dans la salle. Personnellement, je pense qu'il ne doit pas y avoir de limite d'échelle d'organisation des référendums d'initiative populaire. C'est-à-dire que ça peut aller de l'échelle d'une commune à l'échelle du pays tout entier. C'est ce qu'avait dit tout à l'heure. Bon. Ensuite, une troisième et dernière question, c'est qu'en est-il de l'organisation des campagnes électorales de ces référendums d'initiative populaire? Faut-il établir des règles pour éviter des dérives, pour éviter des abus, pour éviter d'agacer la population par un excès de propagande, d'affichage, de discours ou de publicité sur Internet, par exemple? Et puis ensuite, ces référendums fonctionnent sur le principe du vote secret. Et pour l'expérience que vous avez fait tout à l'heure avec faut-il réduire les impôts, je propose une autre expérience sur une autre question de votre choix, en demandant aux gens de la salle d'abord de fermer les yeux, vous posez votre question, les mains se lèvent ou ne se lèvent pas, et vous demandez aux gens d'ouvrir les yeux pour regarder le résultat du vote. C'est un peu plus proche de la qualité des référendums, puisque le vote est tenu secret. Voilà, j'ai fini. Il y a des règles en France. Mais il faudrait peut-être qu'elles soient encore plus sévères, comme c'est aux États-Unis, où on est obligé de publier tous les dons que l'on a reçus, avec le montant. Alors, et c'est publié, vous le trouvez sur Internet. Ceux qui regarderont le site Ballotpedia pourront voir que pour tous les référendums, il y a les montants qui ont été dépensés, qui ont été reçus et dépensés, les deux. Et le nom des donateurs et le montant de chacun. Et là, je crois que c'est quand même une information utile pour les électeurs. En ce qui concerne le rôle des médias, mais il y en a un contre-exemple extraordinaire, c'est quand même le référendum de 2005 sur l'Europe. Ce n'est pas un RIC, il était proposé par Jacques Chirac. Mais n'empêche que tout le monde, tous les médias, tous les hommes politiques, ou la plupart en tout cas, non, pas tous, mais pas vous, mais c'est un certain nombre, ont dit qu'il fallait voter pour cette constitution de l'Europe. Or, il y a eu 55% de non, quand même. Donc les électeurs sont pas, ils suivent pas toujours forcément les médias. Heureusement. Sur le crowdfunding, monsieur, vous avez posé la question de est-ce qu'on pourrait trouver des financements participatifs. Encore une fois, ça dépend du coût de l'opération. En l'occurrence, Armin Kapol, avec ses cornes de vache, il n'a pas eu besoin de trouver des financements extérieurs parce que ça lui a coûté 1 000 €.
qu'il avait la possibilité de les financer. Mais on peut imaginer du crowdfunding, pourquoi pas. Maintenant, sur le cas américain, il est désastreux. Le cas californien est désastreux parce que d'abord, on pose généralement une seule question et que les référendaires, pour ou contre, utilisent la publicité télévisuelle. C'est-à-dire qu'il y a des matraquages qui faussent complètement le rapport des forces. En Suisse, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques achats d'espace dans la presse, mais l'essentiel de la publicité ou du marketing se fait sur les panneaux officiels d'affichage qui sont mis à disposition des parties prenantes 4 semaines avant le scrutin. Donc pendant 4 semaines, vous avez devant les bureaux de vote, qui sont très peu utilisés, comme je l'ai dit, vous avez cette publicité pour ou contre les cornes de vache, pour ou contre le SMIC, etc. Mais la publicité télévisuelle est une catastrophe puisqu'elle fausse complètement les rapports de force. Ma question portait aussi sur le financement de l'organisation des référendums par les autorités publiques. Parce qu'un référendum, son organisation coûte toujours de l'argent. Oui, et alors je pensais à une possibilité, mais peut-être que je me trompe complètement, de cofinancement entre financement participatif de l'organisation du scrutin lui-même entre le public et l'État. Mais non, voilà. S'il vous plaît. Oui. Ah, Je voudrais juste... je vais être obligé de vous laisser parce que j'ai une émission à 8h30 et je ne peux pas rester malheureusement, ce serait agréable. Mais je voudrais juste rejoindre ce qu'a dit monsieur le professeur. De grâce, ne mettons pas en place le système de la publicité télévisée qui pourrait détourner le RIC par les lobbies. Et à ce moment-là, ce serait une sorte de guerre de lobby terrible et qui porterait atteinte à justement ce système extraordinaire suisse. Et moi, je me souviendrai toujours, quand j'ai découvert, il y a 15 ans, ce petit livret de papier que tous les Suisses reçoivent, qui est d'une pédagogie, d'une clarté, il faut l'avoir entre les mains pour comprendre ce que c'est. Et le jour où on a ça entre les mains, qu'on voit ce document, c'est un miracle de la raison, j'allais dire, de la démocratie, du calme, de la réflexion. Et c'est comme cela, je crois qu'on pourra arriver à quelque chose. En tout cas, la meilleure façon de promouvoir le RIC, c'est de montrer ce document. J'en ai pas eu entre les mains depuis longtemps, mais si vous en avez un, je vous faites le passer, c'est extraordinaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie, Monsieur le Président, de votre invitation. Alors, avant de poser une idée qui va mettre tout le monde d'accord. Sabotage. Une question là, c'est possible ou pas? Oui, je ne sais pas qui parle. Une intervention. Oui. C'est possible. Ce sera la dernière. D'accord. Alors, je suis arrivé ici sans idée préconçue. Dans le micro, on n'entend pas. D'accord pour un référendum par an, peut-être parce que ça coûte cher, où effectivement serait regroupé le national, le régional et le local. Alors, première chose. Deuxième chose, bon, alors, local et régional, je n'ai pas trop d'objection. Alors, au niveau national, bon, à la limite, la fripouille pourrait rester au pouvoir moyennant quelques concessions, quoi. Enfin, c'est une réflexion de passage. Ensuite, un parti, si vous voulez, si on regarde les présidentielles ou les législatives, un parti est élu ou un candidat sur un package. Il y a des propositions dans son package qui ont une majorité dans la population, il n'y a pas photo, donc ça on sait. Et en général, il y a une autre partie du programme qui n'a pas la majorité dans la population. Et ça, c'est... Mais on fait passer avec le reste. Et du coup, c'est intéressant, évidemment, le référendum, quand on est dans l'opposition, ça permet de flinguer tous les éléments du package qui n'ont pas la majorité dans le pays, à les dégommer. Par contre, quand on est au pouvoir, évidemment, il y a des éléments du package qu'on voudrait bien faire passer, mais on sait qu'on n'a pas une majorité. Et à ce moment-là, on est évidemment exposé au référendum d'initiative populaire. Par exemple, en France,
il paraît certain que la population voterait pour le rétablissement d'ISF, par exemple, des choses comme ça. 70 je livre mon opinion, qu'est-ce qu'on rebondisse. Voilà. Vous avez raison pour les sondages, mais les sondages ne sont pas des élections. Non, voilà, non, mais c'est un point de vue que j'expose. Voilà. Merci. Alors, avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié, qui va mettre tout le monde d'accord, je voudrais qu'on fasse un dernier vote, qui est de savoir, dans la salle, qui est pour le référendum d'initiative populaire ou citoyenne. Qui est contre? Qui est contre? Qu'est-ce qui est contre? Eh bien, écoutez, merci. Qui était contre au début de la séance et qui a changé d'avis, donc? À qui a changé d'avis? Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faut qu'on fasse une deuxième séance. Alors, François veut répondre sur le coût d'organisation du référendum. Oui, il y a une question qui vient d'être posée par monsieur au fond, qui est combien ça coûte un référendum? Parce que ça coûterait, donc il faudrait s'en tenir à un référendum par année, parce que le référendum coûte cher. Non, un référendum, ça ne coûte rien. Un référendum, ça coûte 4 € par votation. 4 € par électeur par votation. Il y a 4 votations par année. Ça coûte 16 € par électeur suisse par an. 16 €. Vous allez me dire combien ça va coûter les Jeux Olympiques à Paris de 2024. Vous allez me dire combien ça coûte l'écotaxe qui a été enlevée parce que les référendums d'initiative, les votations sont d'un rapport coût-qualité hors norme. Magnifique. Ce sera le dernier mot et je vous propose qu'on se retrouve autour d'un verre. Merci. Bonne soirée.